Bonjour à tous et bienvenue avec le sourire pour ce nouveau webinaire sur l'accessibilité numérique. On a un programme assez chargé, donc Clara va nous montrer l'agenda et donc on va commencer par se présenter. Dans un deuxième temps, on vous expliquera toutes les bonnes raisons qu'il y a de se préoccuper de l'accessibilité numérique pour nos utilisateurs. Et on verra dans un troisième temps plus en pratique comment faire. Et notamment, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un cas pratique puisque Alexane du groupe SEB a accepté de témoigner en ce sens. Et donc, je te laisse d'ailleurs peut-être, voilà, on peut aller tout de suite sur le slide Qui sommes-nous? Et je te laisse te présenter. On finira le tour de table et après, tu nous parleras un peu plus du groupe SEB. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Alexandre Denoyel, je suis UX manager pour les sites D2C du groupe SEB, Donc, tout ce qui est direct to consumer. direct to consumer, c'est ça. Clara, tu veux te présenter? Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi c'est Clara Tuco. Je suis UX researcher et auditrice d'accessibilité chez Fairpexion. J'accompagne nos clients sur leurs projets UX et d'accessibilité j'interviens donc sur la phase de définition du besoin, la réalisation de l'étude sur la présentation des résultats. Je te laisse la parole, Thibaut. Merci beaucoup. Donc, je suis CEO de Fairpexion. Je suis aussi fondateur de l'entreprise qui a maintenant 11 ans. Et on reviendra brièvement dessus, promis en seulement 2 slides pour vous expliquer qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais avant ça, Alexa, nous, on veut bien en savoir un peu plus sur le groupe SEB qu'on a tous l'impression de connaître, mais peut-être pas si bien que ça en fait. Oui, et ben, le groupe SEB, c'est un portfolio d'une quarantaine de marques à peu près, présentes dans le monde entier, des marques pour les particuliers, pour les professionnels. Et moi, mon périmètre et le périmètre qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est les 4 marques grand public présentes dans le monde entier. Donc, ils sont Tefal, Krups, Roventa et Moulinex et qui ont des sites D2C de vente en direct pour les particuliers. Est-ce que tu veux en dire un petit peu plus sur l'équipe également, votre périmètre d'intervention, du D2C, tout ce que vous faites? Vous faites beaucoup de choses, pour ça voilà. Oui, on fait beaucoup de choses. Alors je vais pas présenter toutes les équipes du groupe parce qu'il nous faudrait à peu près, 2 jours. Mais, pour parler de mon équipe, l'équipe qui s'occupe des websites, on est, la Digital Factory du groupe SEB, et donc on a, plusieurs, profils, dans cette équipe, des PO, PM, des équipes run donc les équipes, UX où on est, 4 personnes actuellement. C'est beau. C'est quand même pas mal de boulot pour voilà, toutes ces marques. On va également se présenter, nous, Fairpexion. Donc, comme je le disais, Fairpexion, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a 11 ans, cofondée à l'époque. On est de plus en plus impliqué dans le numérique responsable, à tel point que, donc, il y a 2 ans, on a choisi de devenir société à mission pour pouvoir vivre pleinement en cohérence l'aspect des projets UX en général. Alors, UX au sens large, on y reviendra, et la dimension numérique responsable. Donc, vraiment pleinement, en tout cas, assumer cette responsabilité. Il y a un an, on a aussi eu la chance de s'associer avec une autre entreprise qui s'appelle Unguess, qui est basée en Italie. Maintenant qu'on est 2 entreprises, chacune dans un pays, on forme un groupe européen et c'est vraiment clairement une partie de l'objectif de pouvoir vivre pleinement cette portée internationale qu'on avait déjà avec de nombreux projets, alors qu'on fait bien au-delà de l'Europe d'ailleurs, puisqu'on intervient aussi en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Et, euh, et par ailleurs, l'autre élément qui était, comment dire, un des moteurs de cette association, c'était aussi de retrouver une dynamique sur la partie produit. C'est vrai que dans les dernières années, Fairpexion, on a été plus sur notre corps service, on va dire, tout en conservant une plateforme. Et en s'associant avec Unguess, on a pu recapitaliser sur une équipe produit et relancer cette dimension plateforme. Et je vous présenterai à la toute fin une des nouveautés justement qui concerne l'accessibilité. Mais le point qui est à retenir, c'est qu'on est capable d'intervenir soit en tant que
consultant externe, hein, non pas en régie, mais sur des missions spécifiques, soit à travers d'une offre plateformisée, qu'on va appeler dite de crowd testing. Et en termes de sujet d'intervention, si tu vas au slide suivant, Clara, donc assez rapidement, on a quatre grandes thématiques sur lesquelles nous interrogent nos clients. Le cœur historique sur lequel on nous connaît, c'est souvent l'optimisation UX et X, et en particulier les tests utilisateurs. En amont de ça, on aide aussi nos clients à savoir si, avant de construire une interface, ils ont une proposition de valeur qui va rencontrer un marché et quel marché. J'insiste très souvent sur à qui vous vous adressez, parce que c'est parfois pas aussi clair que ça quand on commence à gratter un peu, mais c'est chouette, ça fait partie justement de cette dimension conseil. En parallèle, on va aussi aider les entreprises à s'assurer que il y a une vraie qualité des logiciels, des interfaces qu'ils développent, donc ce qu'on va appeler l'assurance qualité, tout ce qui est la chasse aux bugs, et pour faire que ce que vous avez imaginé en amont, dans la phase de conception, fonctionne comme vous le souhaitez, quelles que soient les configurations, les situations et toutes les petites exceptions peut pas, auxquelles on ne peut pas penser en amont. Et puis enfin, évidemment, la dimension numérique responsable. Et c'est pour ça qu'on est là sur ce webinaire, sachant que nous, on adresse trois grands sous-thèmes, on va dire, l'éco-conception, l'inclusivité et l'accessibilité. Et sur ce mot-clé, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, et juste avant de passer la main à Clara pour parler un peu plus des différents éléments en fait, qui créent vraiment un faisceau qui font qu'aujourd'hui, l'accessibilité numérique, c'est un incontournable. Moi, je voulais revenir un peu vous allez voir, on revient un peu aux origines. Est-ce que vous savez, une question, une question rhétorique, mais est-ce que vous savez ce qu'ont en commun le livre audio, la télécommande et les SMS? Alors, vous le savez ou pas, mais il se trouve que ce sont des inventions qui ont été créées à la base pour des publics handicapés. Je n'irai pas dans le détail des trois, mais pour n'en prendre qu'un seul, le livre audio, il faut savoir que c'est Thomas Edison lui-même, ouais, ouais, qui, au 19e siècle, a imaginé en fait des livres phonographiques de façon à permettre à des personnes malvoyantes de découvrir des œuvres culturelles. Et je trouve que c'est un très beau rappel du fait que les sujets d'accessibilité, il- c'est un droit pour les personnes handicapées et il faut qu'on y aille, mais c'est aussi quelque chose qui nous concerne tous et sur lequel on a tous beaucoup à gagner. Voilà. Et sur cette note, Clara, je te laisse en parler un peu plus. C'est quoi l'accessibilité? C'est quoi les handicaps? Merci Thibaut. Donc avant de rentrer dans le détail de cette slide, effectivement, je vous propose qu'on vienne un peu à la définition de l'accessibilité, en l'occurrence l'accessibilité numérique. Donc c'est le fait de rendre les contenus et services numériques utilisables et compréhensibles pour les personnes en situation de handicap. Donc généralement pour cette définition, on parle uniquement des handicaps on va dire permanents, donc ceux qui vont durer à vie. Et généralement, donc spontanément, on pense aux personnes, par exemple, qui sont aveugles, qui sont en fauteuil roulant, les personnes qui sont atteintes de surdité. Et on a tendance à oublier aussi tout un tas d'autres types de handicaps. Et pour simplifier un petit peu les choses, on a l'habitude de les classer dans des familles, donc généralement quatre ou cinq grandes familles. Ici, on vous en présente cinq, mais l'idée, c'est de retenir qu'on a des handicaps qui touchent la vision, ceux qui touchent l'audition. On a les handicaps moteurs, donc là, ça va concerner donc, les personnes qui, par exemple, sont atteintes de tremblements ou à qui il manque un membre. Et les handicaps cognitifs, donc qui vont toucher les fonctions du cerveau, donc et ça peut impacter donc la mémoire, l'attention, toutes ces choses-là. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'on sait qu'il existe donc différents types de handicaps et qu'on a en tête donc souvent les handicaps permanents, il faut savoir qu'il existe aussi d'autres degrés, des degrés différents de handicap. Donc des handicaps qu'on considère un peu plus comme temporaires. Donc par exemple, je me suis blessée, je vais avoir le bras pardon, dans le plâtre pendant un petit moment, donc je vais peut-être être gênée si je veux taper au clavier et des handicaps qui sont plus situationnels, donc vraiment liés à une situation en particulier. Et je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Être dans la rue, devoir regarder quelque chose sur son téléphone et en fait, on est gêné par le soleil. Donc voilà, donc finalement, on est un peu tous concernés, on a déjà tous été dans une situation de handicap et c'est important du coup de garder ces différents degrés en tête quand on conçoit donc des produits, des outils, des services.
Donc faire de l'accessibilité pour, en tout cas, les personnes qui sont en situation de handicap permanent, finalement, c'est avoir aussi un impact positif sur les personnes qui sont en situation de handicap temporaire ou situationnel. Et c'est ce qu'on appelle the curb cut effect. Donc vraiment le fait d'avoir un impact positif, non pas que sur la cible qu'on a visée au départ, mais sur une population plus large. Donc vous avez un exemple ici, un trottoir qui a été abaissé pour faciliter l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Et en fait, le fait d'avoir rendu ce trottoir, enfin cette accessibilité-là, ça va impacter les personnes qui vont par exemple avoir des poussettes, celles qui ont des valises, les personnes qui sont à vélo. Pour donner un autre exemple un peu plus numérique, les synthèses vocales, donc qui au départ ont été créées pour les personnes pour lesquelles c'était plus facile d'interagir avec une interface à l'oral. Aujourd'hui, tout le monde, enfin en tout cas une majorité de personnes, peut utiliser ces outils-là. Donc par exemple Siri, je prends un exemple, on est au volant. Plutôt que d'écrire un texto en prenant son téléphone à la main, on va utiliser la synthèse vocale et dicter son message. Donc toujours dans cette idée d'impact, de rayonnement positif quand on travaille sur ces thématiques-là. Comme Thibault l'a dit, donc chez Fairpection, nous on travaille sur ce qu'on appelle l'UX for Good. Donc à travers l'expérience utilisateur, avoir un impact positif sur les entreprises, la société et la planète. Donc on travaille autour de trois dimensions principales, l'éco-conception, l'accessibilité et l'inclusivité. Et on se rend compte qu'en travaillant sur ces dimensions-là, on a un réel retour sur investissement. Donc, c'est à la fois tout bénéf pour les utilisateurs et également pour les entreprises qui traitent ces sujets-là. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par le fait voilà, de devoir travailler sur ces sujets, eh ben, interrogez vos utilisateurs. Nous, à travers les entretiens qu'on a pu mener pour certains de nos clients ou même les tests utilisateurs à distance, on a des retours spontanés des consommateurs sur ces sujets-là. Donc ça peut être des personnes qui sont en situation de handicap et qui vont nous dire, ben voilà, moi j'ai du mal à naviguer sur le site ou je perçois pas bien telle couleur. Pour moi, c'est écrit trop petit. Ou on a même des personnes qui sont pas forcément en situation de handicap, mais qui sont dans une position d'empathie et qui vont nous dire, bon, bah, pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Mais par contre, je me pose la question d'une personne, par exemple, qui porte des lunettes, est-ce qu'elle arrivera à lire ce texte? Donc, voilà, c'est un sujet qui en tout cas, forcément concerne donc, les personnes qui sont dans ces situations-là, mais qui est aussi important pour une grande population. Et forcément, ça va avoir un impact sur la perception que les utilisateurs vont avoir de vos produits et sur la désirabilité également. Et pour terminer sur le pourquoi faire de l'accessibilité, donc là un point un petit peu plus théorique, et sans rentrer dans le détail, donc refaire un point sur la loi, en tout cas la nouvelle directive de cette année. Donc initialement en France, l'obligation d'accessibilité numérique concernait le secteur public et toutes les entreprises privées qui avaient un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Et ces secteurs-là devaient donc être partiellement conformes vis-à-vis du référentiel français, le RG2A. Cette année, on a une directive européenne qui rentre en vigueur et qui concerne donc les pays européens et donc chaque pays doit transposer cette directive dans sa loi. Et donc à partir du 28 juin 2025, on va avoir deux choses entre guillemets qui vont changer. Donc le périmètre des secteurs concernés et également les types de critères qu'on va venir évaluer. Donc on va avoir un peu plus de critères que ce qui est contenu actuellement dans le RG2A. Et sur le périmètre, donc sont concernés les services fournis et les produits mis sur le marché à partir du 29 juin 2025 par les entreprises qui ont plus de 10 salariés et qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pas tous les produits et les services sont concernés. Donc vous avez la liste juste en dessous. Donc sur les produits, on est sur les ordinateurs, tablettes, smartphones, tout ce qui va être aussi guichet de banque automatique et les distributeurs automatiques de titres de transport. Sur les services, on va être donc sur le secteur de la banque, transport, téléphonie, audiovisuel, livres numériques et e-commerce.
Donc, au vu de cette nouvelle directive européenne, nous, chez Fairpex, on a tendance à basculer, en tout cas pour le moment, sur le référentiel RAWEB, qui est un référentiel luxembourgeois, et qui a l'avantage, en fait, de contenir tous les critères du RG2A actuel, plus ceux qui font partie de la nouvelle norme européenne. Pour ceux qui ne savent pas, le RG2A est en train d'être retravaillé, mais avant d'avoir cette version modifiée, donc nous, on préfère travailler avec ce référentiel-là, le RAWEB, pour les sites web, et son équivalent pour les applications mobiles, qui est le RAM. Donc, une fois qu'on a parlé du pourquoi faire de l'accessibilité, et ben, passons au comment, donc à la démarche voilà, une des démarches qu'il faudrait suivre. Et je te laisse la parole, Alexane, pour nous parler de comment c'est géré chez le groupe SEB. Ouais, alors nous, chez Groupe SEB, l'accessibilité, c'est un sujet qu'on a commencé à apprendre il y a un peu plus d'1 an maintenant, en y allant étape par étape parce que c'est quand même un gros morceau, il faut se le dire. On est dans un environnement complexe avec une roadmap, web qui est déjà, bien serrée, et en fait, on a fait le choix de pas traiter l'accessibilité comme un sujet, un peu à part, en silo. En fait, le but, c'était vraiment d'essayer d'impulser une transformation, progressive, dans les esprits de chacun et donc le premier pas qu'on a fait, là-dessus, c'est la montée en compétences. Là, c'est vraiment former les équipes, alors, sans parler à tout prix de formation, certifiante, mais en tout cas, voilà, récolter, tout ce qui concerne l'accessibilité, quels sont les impacts, qui ça concerne, qu'est-ce que ça veut dire en fait, de manière, un peu globale et puis, faire monter en compétences, toutes les parties prenantes. Et puis pour continuer sur, ce fil-là, le 2e pan, et le plus important selon moi, c'est vraiment sensibiliser et embarquer. Alors là-dessus, on a mené une grosse campagne de sensibilisation en interne, pour pas dire de propagande. On a fait des ateliers avec, les métiers, avec, les PO, les devs, les QA testeurs, les contributeurs du site et suite à ça, on a, placardé, vous pouvez le voir, sur les photos en exemple, on a placardé, des posters, les 5 commandements de l'accessibilité un peu partout dans les open space. Pour tous les participants, à ces ateliers, on a créé des sortes de petits badges, pour dire, «Ça y est, tu es certifié, expert en accessibilité, pour le groupe SEB. Et puis surtout, l'accessibilité, c'est un sujet, je pense, qui est souvent pris, par, l'UX, par les designers. Alors je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que c'est notre côté, empathique, mais le fait est que c'est un sujet quand même plus global que ça. C'est un sujet, technique, c'est un sujet légal et donc là, le but, c'était aussi, de faire monter le sujet, au niveau groupe et donc on s'est rapproché, très fortement des équipes, légales et RSE pour, traiter ce sujet. Je peux juste témoigner que quand je suis passé te voir, tout le monde m'a dit effectivement qu'il y avait une véritable propagande Ouais. sur l'accessibilité, mais je pense que c'est bien, enfin, c'était aussi un trait d'humour. Oui, 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 c'était nécessaire, et puis au départ, c'est vrai qu'on y va peut-être un peu à reculons, parce que, gros sujet, un peu complexe, un peu flou, mais à la fin, une fois qu'on a vraiment compris de quoi il s'agissait, pardon, tout le monde était, très content, de devenir un expert, en accessibilité. La 3e étape du coup qu'on a faite et qui, celle-ci est obligatoire, c'est de mener un audit. On va en parler, un peu plus dans le détail, juste après, mais voilà, là, le but, c'était de mesurer là où on en est, quelle est notre note, notre score, en termes d'accessibilité et qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, pour avoir des interfaces accessibles et suite à ça, suite à cet audit, là, on entre dans une phase, plus, d'industrialisation. Parce que le but, c'est pas de corriger et puis de refaire les mêmes erreurs, plus tard. Le but, c'est d'intégrer progressivement
les changements, qu'il faut faire dans la manière de designer, dans la manière de développer, dans la manière de contribuer, pour les webmasters, par exemple. Et donc là, en fait, on a créé des checklists, pour chaque métier. Donc on a des checklists, pour les UI designers, des checklists, pour les développeurs, pour les QA testeurs, et ainsi de suite. Et ces checklists, du coup, ont été remises, à tous les métiers, qui les suivent, à la lettre. Et surtout, on a aussi, intégré des nouveaux critères d'acceptation, dans les tickets Jira pour être sûr que, que les nouvelles, normes d'accessibilité ne passent pas à la trappe quand on développe une nouvelle fonctionnalité. Et pour parler de l'audit, du coup, je te repasse la main, Clara, parce que c'est toi qui as mené ce très bel audit, chez nous. Merci. Donc effectivement, chez Fairbexion, donc quand on fait des audits, on livre plusieurs types de livrables. Un des premiers livrables, et on va dire le plus important, c'est vraiment la grille de l'audit, où on va avoir un gros fichier Excel avec chaque page auditée. Sur chacune des pages, pour chacune des pages, on a la liste de tous les critères du référentiel et pour chacun des critères, son statut. Donc si on l'a considéré comme conforme, non conforme parce qu'il y a des erreurs ou non applicable parce que l'évaluation ne s'y prête pas. Pour chaque critère non conforme, on va donner des exemples d'erreurs, la recommandation associée pour corriger cette erreur et une capture d'écran pour illustrer et permettre aux équipes en interne de repérer plus facilement les erreurs sur le site. Et en plus donc de ces pages vraiment détaillées, on a aussi des pages qui donnent une overview, qui donne le score final de l'audit, le niveau également en termes de niveau WCAG, A ou double A, et quelques synthèses aussi du score par thématique et également un score par page. Je sais pas, Alexandre, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, et alors en plus, évidemment de tout ce que tu viens de citer aussi, à la fin, on a quand même un ranking, du niveau de priorité qui, nous a vraiment aidés, aussi dans la priorisation. Parce que comme je disais, on a des roadmaps, qui sont vraiment, très, très serrés, et donc c'était important pour nous de savoir, là où on devait mettre, les efforts en priorité pour considérablement améliorer notre score, rapidement. Et donc grâce à ce ranking, on a pu faire en fait notre priorisation. Et actuellement, on traite, une dizaine de tickets, par, quarter, sur un total. Je crois que nous, on avait une quarantaine, d'optimisations à devoir faire. Donc on estime que d'ici, 3-4 quarters maintenant, on sera en règle. Ouais, effectivement. C'est vrai que nous, on donne notre vision, en tout cas des sujets à traiter en priorité en termes d'impact utilisateur, donc sur l'accessibilité. Et justement, ça fait une transition pour cette slide-là qui concerne les rapports, enfin le rapport synthétique qu'on va aussi livrer à la fin de l'audit et qui va permettre de prendre du recul et de donner une vision globale des résultats parce que bon, la grille, c'est quand même quelque chose d'assez détaillé, tout le monde n'est pas dans la technique. Donc l'idée, c'est de montrer en fait quelles sont les thématiques qui sont le plus ou moins impactées sur le site ou l'application et d'illustrer par une recommandation et d'expliquer un petit peu voilà, ce qui est attendu sur chaque thème du référentiel, ce qui fonctionne bien ou moins bien sur le site et comment qu'on peut résoudre les non-conformités. Donc là, c'est un exemple justement, un extrait du rapport qu'on avait livré à Seb. Et toujours donc sur ces rapports-là, donc là vous avez des exemples, enfin des illustrations de recommandations. Donc là, en l'occurrence sur les alternatives textuelles ou la hiérarchisation des titres. Alexandre, je ne sais pas si tu veux en parler davantage. Oui, oui, bah, clairement, ici, c'est un bon exemple, je crois que c'était dans les 1ers critères à devoir corriger, de toute urgence. Effectivement, on a des exemples hyper concrets. Et comme je le disais, non seulement, là, on les corrige, voilà, on est en phase
d'optimisation, mais au-delà de ça, en fait, ça nous sert aussi de guide, pour, les prochaines pages qu'on va créer, les prochaines features qu'on va développer. En fait, on se le note aussi dans un coin de notre tête, on se dit: «Ah OK, là, la hiérarchisation, pardon, de nos titres était pas bonne, on s'en souvient, on sait qu'à l'avenir, il faut plus qu'on fasse, comme ça, il faut qu'on fasse autrement». Et dans le rapport, il y a, aussi, les raisons, hyper détaillées et la manière de faire, qui sera la bonne. Et pour terminer, donc enfin, quelque chose qu'on propose également chez Fairpection, c'est des ateliers. Soit des ateliers de priorisation pour aider justement à construire cette roadmap et à identifier les efforts à faire en premier. Donc nous, on apporte notre vision sur l'impact utilisateur et enfin, tout ce qui va être accessibilité. Et on confronte, en tout cas, enfin, on génère des discussions avec les équipes techniques qui, elles, apportent le côté effort technique. Donc on peut travailler sur sur ce type de priorisation-là et ou également sur comment appréhender les référentiels, qu'est-ce qui finalement est demandé et comment est-ce que je fais moi en interne pour, si jamais je fais des modifications, pour réauditer certains critères et vérifier que j'ai bien appliqué la recommandation. Et c'est quelque chose qu'on avait fait aussi un petit peu avec le groupe SEB, justement. Et ben Thibaut, je te relaisse la main pour parler de notre outil Accessibility by Crowd. J'arrête le partage peut-être. Ça marche, merci beaucoup. Je pense que je peux tout simplement reprendre. On peut faire du multipartage, je viens de découvrir ça. Mais en attendant, est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez le site internet qui présente la plateforme Unguest? Oui. Top. Est-ce que vous avez vu, effectivement, c'est précis, c'est rigoureux, c'est aussi beaucoup de travail. Et donc, par exemple, une question qui peut se poser, qui peut être celle d'Alexa, typiquement, voilà, là, on a fait l'audit complet de Tefal. Il y a derrière un corps modèle, donc effectivement, il y a tout un tas de choses qui peuvent être redéployées sur certains autres sites. Néanmoins, il faut quand même réauditer les autres sites. Et donc, est-ce qu'on repasse par la même masse de travail? Globalement, jusqu'à présent, c'était clairement une nécessité et tant qu'on aura besoin de le faire, on le fera. Néanmoins, c'est vrai que ça devient complexe pour une marque de dire j'ai 4 sites ou pire, j'ai 12 sites, 20 sites, 30 sites, je vais conduire 30 audits d'accessibilité complets. C'est extrêmement lourd, évidemment, comme vous l'imaginez d'un point de vue budgétaire, planning. Et puis, voilà, Alexa nous a expliqué, il va nous falloir 3-4 trimestres pour prendre en compte les résultats, pour tout dépioter, on va dire, tout passer, tout optimiser. Donc, comment on fait pour vraiment gagner du temps? Alors, historiquement, il y a ce sujet de l'automatisation. Malheureusement, la communauté, et nous aussi d'ailleurs, on continue à considérer que ça peut aider pour quelques critères, mais globalement, on a une couverture qui est assez faible en termes de critères et en plus, on a un niveau de confiance qui n'est pas top même pour les critères qui sont adressés. Donc, l'automatisation, c'est quand même relativement limité. Et donc, on a souhaité amener notre pierre à l'édifice. On pense elle est vraiment importante pour le coup. Je ne le dis pas tous les jours, mais c'est celle de l'accessibility by crowd. Tout à l'heure, je vous ai dit en introduction, avec Unguest, on a retrouvé notre plateforme de crowd testing. Mais l'idée, c'est que en fait, on va s'appuyer sur des testeurs, donc qui sont pas des testeurs côté, pas des utilisateurs, justement, je vais faire la distinction, pas des utilisateurs côté UX, mais bien des testeurs qui sont capables de prendre un scénario de test fonctionnel et d'aller dans le détail et de faire un reporting un peu précis. Et on les a formés aux différents critères d'accessibilité. Et donc, il se retrouve, en fait, quand on mène un audit dit Accessibility by Crowd avec un template à suivre un certain nombre de scénarios qui correspondent aux critères dont on souhaite vérifier la conformité. Et ils vont nous rapporter ça dans la plateforme. On va le vérifier à deux niveaux. Donc, il y a un premier niveau qui est notre niveau classique de vérification de la qualité. Est-ce que c'est bien les bons devices, les bons scénarios, etc., le bon niveau de précision. Et puis un deuxième niveau qui est celui de l'auditeur, en l'occurrence par exemple Clara, qui va pouvoir
récupérer beaucoup plus rapidement les différents éléments et pouvoir ensuite vérifier et traiter et donner le go pour une déclaration d'accessibilité, à nouveau partielle, enfin non conforme, partiellement conforme ou conforme. Alors, la forme que ça prend, donc, c'est celle qu'on trouve sur notre plateforme. Notre plateforme, elle adresse aussi les sujets de QA, de chasse aux bugs plus largement, de cybersécurité et des tests UX. Je ne vous montre pas tout ça. Si ça vous intéresse, évidemment, rapprochez-vous de nous. On va se concentrer sur la démo côté accessibilité. Et ce qu'on va retrouver, on va aller voir un bug après, mais c'est un dashboard dans lequel typiquement on va avoir les différentes familles qu'on cherche, enfin les différents bénéfices qu'on cherche à avoir. Donc, l'accessibilité, on cherche des caractéristiques précises, on cherche à ce que les choses soient perceptibles, opérables, robustes, compréhensibles. Euh, Au niveau, on cherche, donc c'est ce qu'on va retrouver aussi ici en termes de voilà, quels sont les bugs en l'occurrence qu'on a, ou les non-conformités qu'on a repérées, qu'est-ce qu'elles concernent. Plus précisément, les critères qui ont été concernés. Donc là, comme c'est une démo, on n'a que trois bugs, hein, trois non-conformités, mais il faut l'imaginer avec euh, plusieurs dizaines de non-conformités qui sont remontées. J'ai hésité sur le nombre parce que tout simplement, on va les dédupliquer. Donc, vous vous retrouvez avec une non-conformité par critère et ou configuration. Et puis le niveau des non-conformités qui ont été relevées. Donc, par exemple, ici, on a A et double A, sachant que demain, avec la directive européenne, pour être conforme, il faudra être double A. Donc, il faudra respecter tous les critères A de niveau A et tous les critères de niveau double A. Voilà. Et si on regarde plus dans le détail ce que ça recoupe en termes de un exemple de bug ou de violation ou de non-conformité, je vais utiliser ces mots de façon en tant que synonyme. Je peux avoir cet exemple, par exemple, qui est sur le contraste. Donc, à chaque fois, je vais retrouver la description de ce qu'on cherche à faire et donc le résultat attendu et le résultat final qui fait que ça n'a pas marché. Et puis, des illustrations. Donc, par exemple, là, on voit qu'en fait, la zone qui était concernée par ce manque de contraste de couleur, c'est ce numéro de téléphone là, qui est en bas. Donc, on n'est pas chez Seb, hein. Euh, et, et la mesure du contraste, elle a été faite avec un outil qui permet justement de mesurer le contraste entre une couleur de front et une couleur de fond. Mais je peux aussi l'avoir pour certains cas où ça a de la valeur, quelque chose qui serait en vidéo. Donc là, je vais l'avoir pour, alors, je ne sais pas si vous allez très très bien voir, mais je vais l'avoir pour l'ordre de tabulation où là, notre testeur, en fait, a enregistré son écran en tabulant les différents éléments pour voir s'ils étaient dans un ordre correct et clair. Donc, ce qu'on cherche à éviter, c'est qu'il n'y ait pas de saut entre les éléments de menu. Et vous voyez là que ça commence un peu à faire des sauts, mais ça commence aussi à aller sur des éléments qui sont invisibles. Donc, en fait, on a un ordre qui est confus, en fait, typiquement dans la navigation par tabulation. Voilà, je ne rentre pas dans le détail du critère, pourquoi il est important, quelle famille, etc. C'était juste pour vous montrer vraiment la démo de la plateforme telle qu'on l'utilise aujourd'hui pour la partie accessibilité. Voilà. Et à nouveau, on est persuadé, pardon, j'aurais dû garder mon partage pour qu'on ait un petit écran de fin. On est persuadé que c'est vraiment un changement important qu'on apporte sur le marché euh, parce que on est capable de faire aujourd'hui la profondeur de travail qu'on cherche sur ces audits mais avec la vitesse en plus. Voilà, ce qui était un peu la difficulté quand même jusque-là. Voilà, du coup j'ai un peu le mot de la fin. Merci beaucoup Alexandre, merci Clara. On en a terminé sur ce webinaire sur l'accessibilité. On se retrouve très vite pour un prochain webinaire.